accueillir justement Mathieu Courbon, qui est directeur général d'Equalis, et puis Thibaut Miravel, qui est directeur de la recherche au sein d'Equalis Capital, pour donc nous présenter le baromètre. Je vous précise que tout à l'heure, évidemment, le baromètre vous sera remis en main propre au moment de la pause déjeuner. Donc, c'est pas la peine de prendre des photos de l'écran. Vous aurez tout ça au propre et en main propre d'ici quelques minutes. Mathieu. Merci Guillaume, bonjour à toutes et à tous. On est ravis avec Thibaut de vous présenter ce baromètre de l'actionnariat salarié. C'est un baromètre que l'on publie depuis 2016, donc c'est la 8e édition aujourd'hui. Je pense que je peux mettre les slides d'ailleurs. Hop, c'est ça, hop là. Voilà. Hop, voilà. Donc 8e édition du baromètre aujourd'hui. Une initiative, une idée ancienne, puisque nous l'avons eue dès 2012. Il nous fallait un petit peu de temps pour publier la première étude et notamment un nombre significatif d'entreprises. Donc le baromètre, c'est focalisé sur l'actionnariat salarié dans les sociétés non cotées. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. On parle d'entreprises non cotées, de PME, de TI. On ne parle pas du tout du monde du coté, qui est un monde qui a déjà été analysé et qu'il est régulièrement. Donc entreprises non cotées qui ont mis en place un schéma d'actionnariat salarié collectif. Là aussi, c'est important. On parle de schéma collectif. On entend beaucoup parler de partage de valeur, de schéma discrétionnaire finalement. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'association collective des salariés, avec un schéma qui est assez courant, qu'on appelle un FCPE, je pense que vous le connaissez tous ici, un fonds commun de placement d'entreprise. Et donc cette étude, depuis 2016, elle est détaillée en 3 grands volets principaux. Vous avez d'une part un indice, l'indice Equalis, qui mesure la performance des entreprises à actionnariat salarié. Et on va commencer par cet indice. Vous avez ensuite une analyse des offres qui sont faites aux salariés et du comportement du salarié lorsqu'on leur offre la possibilité d'investir. Et puis vous avez enfin une prise de hauteur sur le marché du non-coté. Donc on a essayé de faire une analyse globale de ce marché-là pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est et combien d'entreprises mettaient en place de l'actionnariat salarié. Alors pour débuter, on va vous présenter les entreprises du baromètre. Donc les entreprises de baromètre, cette année, il y en a 65. Donc 65, c'est un chiffre assez représentatif qui est en constante augmentation depuis des années. Donc vous avez des entreprises de secteurs assez variés. Donc la liste est à l'écran. Vous avez aussi bien des entreprises industrielles. On peut citer Armor, BCVS, Alvest par exemple, des entreprises du domaine de la construction, le groupe de Mathieu Barre, le groupe Léon Gross, les entreprises du domaine de l'énergie de plus en plus. On peut citer Valorem, Corsica Sol par exemple dans ce domaine-là. Également des entreprises de services numériques, Berger-Levrault, Zenica par exemple. Les entreprises, globalement, les effectifs sont également assez variés. Ça débute aux alentours d'une centaine de salariés pour les plus petites sociétés et ça peut aller jusqu'à plusieurs milliers de personnes pour les plus gros groupes, évidemment, avec évidemment un salarié qui peut être en France ou à l'international. Au niveau de l'actionnariat de ces entreprises, il y a quand même un point fort qui ressort, c'est que l'actionnariat, il est principalement entre les mains des fondateurs, des entrepreneurs, des familles ou des équipes de management. Ça, c'est vraiment un point fort de ces entreprises-là. Pour autant, vous avez des investisseurs financiers quand même au capital, pour environ 60% d'entre elles, que ce soit de manière minoritaire ou majoritaire. Actionnaires financiers, du coup, assez fréquemment au capital de ces entreprises. Mathieu, en quoi est-ce que les entreprises qui composent ce baromètre sont représentatives d'une réalité nationale et rendent finalement le baromètre crédible? Alors, ces entreprises, déjà, d'une part, on ne les sélectionne pas. Elles se sélectionnent par elles-mêmes, puisque à partir du moment où ce sont des entreprises non cotées à actionnariat collectif, elles sont éligibles au baromètre. Donc 65 entreprises, on vous donnera tout à l'heure le chiffre global du marché, mais il y en a évidemment d'autres qui pourraient nous rejoindre. Et finalement, toutes celles qui répondent à ces 2 critères peuvent librement participer à cette étude et on serait ravis d'en accueillir de nouvelles. Globalement, vous voyez que c'est 80 000 à peu près salariés, donc c'est assez représentatif, dont un peu plus de la moitié aujourd'hui sont actionnaires de l'entreprise. Alors l'indice maintenant, donc l'indice, avant de vous donner le chiffre, même si vous le voyez à l'écran, donc l'indice, c'est on mesure la valorisation des entreprises, des 65 entreprises, une année, donc l'année 2022, et on la compare par rapport à l'année 2021. On agrège l'ensemble des valorisations des entreprises, qu'on compare d'une année sur l'autre, donc c'est un travail que l'on effectue depuis 2016, avec cette année une performance qui est encore une fois assez remarquable, puisque l'indice est en hausse de 17,1% sur l'année. Et puis ensuite, on s'est amusé à comparer cet indice par rapport à différents benchmarks
des benchmarks boursiers. Vous avez le CAC 40 ou le MSCI World, par exemple, et un indice, alors qui n'est pas vraiment un indice, mais une unité de mesure, si vous voulez, les 500 plus grandes fortunes mesurées par Challenge, le magazine Challenge, qui mesure les 500 plus grandes fortunes chaque année au mois de juillet. Et donc, on a la valeur, finalement, du patrimoine de ces personnes-là. Et donc, on a comparé notre indice, alors sur 5 ans, mais on est remonté, et je vous donnerai les chiffres sur plus longue période. Et vous voyez que notre indice, c'est 153% de hausse en 5 ans, et c'est globalement 2 fois plus que les indices boursiers ou que notre indice, entre guillemets, Challenge. Et comment est-ce que objectivement on explique le décollage entre le 30 juin 2021 et le 30 juin 2023 avec un marquage assez net à ce moment-là, alors qu'avant, j'allais dire le marché était à la hausse, mais on suivait le reste les autres indices finalement? Alors en effet, c'est vrai qu'on voit une démarcation assez forte sur cette année-là. Quand on prend un peu de recul, la démarcation, elle existait aussi les années précédentes. Ce qu'on peut supposer, puisque on n'a pas fait l'analyse précise, mais ce qu'on peut supposer, c'est plutôt l'après-Covid, où probablement que les entreprises cotées ont été peut-être un peu affaiblies, ou en tout cas d'un point de vue marché, ça a beaucoup fluctué, alors que les entreprises à actionnariat salarié non cotées ont continué sur le trend historique. Le trend historique, je vous disais, cette année c'est 17,1, mais globalement, la performance, elle est comprise entre 12 et 40% par an depuis l'origine. Donc c'est assez conséquent. Donc finalement, l'actionnariat salarié, c'est assez constant d'année en année, là où les entreprises cotées, peut-être, peuvent avoir des difficultés d'un point de vue marché, plutôt, qui donnent en effet cette différence assez notable l'année passée. Est-ce que vous avez changé vos méthodes de valorisation, ce qui pourrait expliquer aussi ce décalage ou pas? Non, alors pas du tout. C'est vraiment une méthodologie qui est homogène depuis l'origine. Le principe de la méthodologie, elle est simple, c'est que pour chaque FCPE, puisque c'est le terme utilisé, vous avez une méthodologie qui est décrite dans la documentation AMF, qui est quelque chose d'assez fort, et qu'on doit appliquer d'année en année. Donc la méthodologie, elle est homogène pour une entreprise donnée. Évidemment, elle diffère d'une entreprise à une autre, mais chaque méthodologie a été imaginée pour une entreprise donnée. Et on a perdu l'écran. Merci. Donc méthodologie qui est homogène dans le temps. Et puis si on prend un petit peu de recul, et notamment quand on regarde l'origine de ce baromètre 2016, pour vous donner un petit peu les grands métriques, vous avez globalement notre indice qui a été multiplié par 5,4 depuis 8 ans finalement, là où les indices boursiers, vous êtes environ à x2, donc un doublement de la mise pour l'indice boursier, et les fortunes, 500 plus grandes fortunes, 2,5, donc un petit peu mieux que l'indice boursier. Thibaut. Merci Mathieu. Alors jusqu'ici, on a parlé de l'indice, donc de la performance globale des entreprises qu'il compose. Sur cette slide, vous avez la décomposition en fait, de la performance des entreprises qui composent l'indice. Donc vous avez la leçon de cette slide, c'est que les performances individuelles des entreprises sont soutenues, sont même fortes, ce qui n'est pas étonnant considérant la croissance de l'indice. Vous avez en fait en abscisse ici la performance individuelle de chaque entreprise, que ça va de moins 50% à plus de 150%, et la proportion du nombre d'entreprises qui sont dans les intervalles considérés. On distingue deux périodes, l'année 2023 qui vient de s'écouler en orange, et la période précédente, 2016-2022, 2016 étant la création de l'indice. Ce qui est remarquable, d'abord, c'est que la médiane est à 14%, et ce pour l'année 2023 comme pour la période précédente, c'est-à-dire que 50% des entreprises ont une performance annuelle supérieure à 14%. Ce qui est également remarquable, c'est que l'année 2023 en fait, accuse un peu un choc avec un déport des performances exceptionnelles de l'ordre de plus de 100% qui sont reportés en fait, sur l'intervalle 25-50%. Et ce déport se continue puisque les entreprises qui étaient dans des performances de l'ordre de 10% tombent à moins 10, moins 25. Malgré ce choc négatif, en fait, la performance, la distribution de la performance reste très bonne puisque 84% des entreprises sur l'année 2023, comme sur l'ensemble de périodes, ont une performance positive, donc au-delà de 0%, et environ un tiers a une performance de plus de 25%,
sur l'année 2023. Est-ce que la qualité de la performance dépend du secteur de l'activité, de la taille de l'entreprise, les deux, aucun des deux? Oui, il y a des facteurs confondants, enfin exogènes. Ici, c'est uniquement la distribution de la performance des indices qui composent, des entreprises qui composent l'indice, et ce genre de critères sera pris en compte un peu plus tard dans le baromètre. Donc on a parlé donc beaucoup de l'indice, donc de la performance des entreprises. Maintenant, on va regarder finalement comment les entreprises font pour inciter les salariés à investir et quel est le retour des salariés lorsqu'on leur propose d'investir au capital des sociétés. Donc vous avez à l'écran un graphique avec tout un nombre de points. Il y en a environ 200 à peu près. Donc c'est 200 opérations d'actionnariat salarié qu'on a menées ces dernières années. Donc finalement, c'est assez représentatif. Sur l'axe des abscisses, vous retrouvez le pourcentage d'incitation qui a été fait par les entreprises. L'incitation, elle peut prendre deux formes. L'abondement, je pense que vous êtes tous familiers avec l'abondement. Le salarié investit une somme, l'entreprise en ajoute une additionnelle. Alors juste, je précise pour ceux qui ont quitté leur cours de maths il y a longtemps, les abscisses, c'est en bas. Et les ordonnées, c'est en haut. Voilà, c'est vertical. Merci. Donc l'axe en bas, ça, c'est donc les je suis désolé parce que moi aussi j'ai fait un bac et c'était il y a très longtemps maintenant. Donc l'abondement, je disais, et deuxième incitation, la décote. Décote qui peut aller jusqu'à 30% de manière assez classique dans les fonds d'actionnariat. Et puis vous avez sur l'axe vertical des ordonnées le taux de souscription ou le taux d'incitation, le taux d'adhésion des salariés lorsqu'on leur a proposé d'investir. Et en vert, vous avez une courbe de régression linéaire qui vous montre que globalement, lorsque vous incitez les salariés, vous avez un taux de souscription qui est plus important. Donc la moyenne des taux de souscription, globalement, en 2023, c'est environ 50%. Donc vous avez un salarié sur deux qui va décider d'investir dans son entreprise. C'est un chiffre qui est assez constant ces dernières années, qui est d'ailleurs assez proche des entreprises cotées en soi. Donc 50%, mais lorsqu'on regarde les entreprises qui incitent, ce taux est plutôt au-delà des 50%, on est jusqu'à 53%. Et à contrario, et c'est là où il y a une vraie différence qui se crée, les entreprises qui n'incitent pas, on est plutôt aux alentours de 35%. Vous voyez vraiment un décrochage à ce niveau-là. Mathieu, il y a un point moi, qui, au-delà du 50%, voilà, on se dit tiens, on a un taux moyen de souscription de 50%. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est les entreprises qui sont à 80 et puis celles, j'allais dire, qui sont à 0. Parce que on se dit qu'est-ce qui fait que celles-ci ont particulièrement réussi ou particulièrement échoué? C'est quoi le critère? Alors c'est vrai que vous avez une grande disparité au niveau des points. C'est pour ça que c'est une courbe qui n'est pas parfaite, mais qui vous donne globalement une tendance. Vous avez des entreprises qui incitent beaucoup, et pour autant, on peut être un peu déçu du taux de souscription. Et puis, à contrario, des entreprises qui incitent pas ou peu, avec des taux de souscription élevés. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, l'incitation, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aller évidemment bien plus loin qu'une simple incitation. Et il y a notamment le critère de la communication qui est importante, qu'il faudrait d'ailleurs mesurer, mais je pense que ce n'est pas forcément simple à mesurer, mais la communication, elle est clé. Et c'est quelque chose qu'on répète systématiquement aux dirigeants qu'on accompagne. La communication dans ce type de schéma, elle est clé. Il faut absolument aller voir les salariés un par un et leur expliquer le schéma. Il faut que l'équipe de management mouille le maillot, descende dans les usines, explique le schéma pour que le salarié se sente libre et prêt à investir. Et c'est vrai qu'on pourrait, je pense, trouver une différence à ce niveau-là. Ensuite, bien sûr, il y a probablement d'autres facteurs qui l'expliquent. Le secteur d'activité peut-être l'expliquer. La catégorie du salarié, on a des entreprises qui sont plus industrielles que d'autres avec plus de cadres. Là aussi, ça peut jouer sur des taux et donc des points qui sont plus ou moins hauts et qui peuvent éventuellement nous surprendre. Merci. Merci. Alors, on vient de voir la corrélation entre le taux de souscription et l'ensemble des aides, comprenant abondement et décote. Évidemment, on peut se poser la question de savoir ce qui se passe lorsqu'on distingue abondement et décote, quels effets ils ont sur le taux de souscription. Ce que montre cette slide, c'est que l'abondement et la décote ont des effets complémentaires. C'est-à-dire que leur effet conjoint est supérieur à la somme de leurs effets individuels. Ce que vous avez sur ce graphe, vous avez en abscisse, donc en bas, la décote, ça va de 0 à 30%, qui est le maximum pratique qu'on a observé. Et puis, en ordonnée, l'abondement maximum de 0 à 300%, qui est le maximum légal, c'est l'abondement sur la première tranche, qui est toujours la plus élevée. Et en couleur, vous avez le taux de souscription prédit
par les deux valeurs d'abondement et de la décote. Donc en fait, c'est un graphique en 3 dimensions, la troisième dimension étant la couleur. Vous avez donc la couleur foncée, brune foncée, en bas à gauche, c'est un taux de souscription faible, de l'ordre de 35%, et plus vous montez sur la diagonale pour aller vers le vert, là vous êtes à hauteur de 80%. Ce taux prédit, il comprend, alors évidemment on ne peut pas contrôler toutes les variables possibles, tu as parlé de la communication, et ça malheureusement c'est quelque chose qui est très difficile à mesurer, mais ce taux de souscription, il comprend l'année de la souscription, le secteur d'activité, la taille de l'entreprise et les différentes sources d'investissement autorisées, intéressement, participation, versement volontaire, arbitrage. Thibaut, je vous coupe juste une seconde. On a des personnes qui sont debout. Je vous invite à venir vous asseoir. Il y a de la place au milieu. Puis vous avez également de la place ici au premier rang. Voilà, n'ayez pas peur d'interrompre les échanges. Surtout, l'essentiel, c'est que vous soyez à l'aise. Donc, n'hésitez pas à venir vous installer là où vous voulez. On peut prendre quelques minutes, le temps que vous vous installiez confortablement. J'attends. Vous avez de la place aussi au premier rang ici, c'est pratique, hein, n'hésitez pas. Donc, comme je disais, l'abondement et la décote ont un effet complémentaire sur le taux de souscription. Et on le voit bien ici, quand vous prenez sur ce graphique tout en bas à gauche, vous avez 0% de décote, 0% d'abondement. Donc là, vous n'avez pas d'aide. Le taux de souscription, c'est 35%. Maintenant, imaginons que l'entreprise décide de faire l'abondement max à 300%. Donc là, vous êtes 300% d'abondement, 0% de décote. Vous êtes tout en haut à gauche sur le graphe. Et vous êtes de l'ordre de 65% de taux de souscription. Maintenant, cette même entreprise décide de rajouter la décote à fond, donc 30%. Et là, on passe tout en haut à droite à 85%. Donc on voit que... Pour comprendre, oui. Les 30% de décote, c'est un maximum légal ? Le maximum, c'est 40%, mais en pratique, c'est 30%, parce qu'il y a des conditions sur les 40%. Donc, on voit que l'effet de l'abondement sur le taux de souscription, qui est en fait des deux aides, qui est l'aide qui apporte le plus en gain de souscription, cet effet-là, il est renforcé par la décote. C'est ça le sens de la complémentarité de ces deux aides. Donc, en un mot, si vous voulez avoir fort taux de souscription, il faut faire toutes les aides en même temps. Surprise. On a voulu également vous faire une slide spécifique sur un dispositif qui est récent, qu'on appelle abondement unilatéral. Donc l'abondement unilatéral, c'est une nouvelle disposition qui est issue de la loi Pacte de 2019, mais qui a réellement été mis en application à partir de 2020. C'était d'ailleurs une idée initiale qu'Equalis Capital a eue, donc on est assez content qu'elle soit aujourd'hui opérationnelle. L'abondement unilatéral permet de donner une certaine somme à tous ses salariés de manière uniforme, cette somme étant investie directement dans le FCPE d'actionnariat salarié. Aujourd'hui, vous pouvez aller jusqu'à peu près 800 € par salarié et par an, donc 800 € d'actions de l'entreprise finalement, mais données de manière uniforme. Donc tous vos salariés, un instant de raison après, sont actionnaires de l'entreprise grâce à cet abondement unilatéral. Quelque chose qui est final. Donc on a mesuré depuis 2020, donc c'est relativement récent, mais pour autant, on se rend compte qu'une entreprise sur 5 a mis en place ce type de schéma d'abondement unilatéral. Donc ça vient en complément de l'abondement classique ou de la décote classique que Thibaut vous a présenté, et que c'est quelque chose qui vient en plus, qui s'ajoute finalement au dispositif d'aide. Et on s'est amusé à mesurer le taux de souscription pour ces entreprises-là. Alors il n'y en a pas encore énormément, mais bon, pour autant, il y a quand même une tendance qui se dégage, puisque le taux de souscription, lorsque vous proposez un abondement unilatéral, est supérieur d'environ 11% aux entreprises qui n'en proposent pas. C'est-à-dire que finalement, donner de l'argent aux salariés investi directement va pousser encore plus le salarié à investir de manière globale. Alors probablement que ça joue aussi sur la communication, voilà. Mais donc c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça peut représenter au départ des sommes faibles. Vous pouvez donner 100 €, 200 € par salarié par exemple. Mais pour autant, au final, vous vous rendez compte que les salariés vont plus investir si vous proposez ce type de schéma. Et puis, je me souviens d'une belle réussite, on en avait déjà parlé l'an dernier, mais c'était de cette entreprise
savoyarde Carbone Savoie, où les salariés qui avaient mis 100 € avec 100 € garantis par l'employeur de l'autre côté avaient pu revendre au moment de la revente de la société leur action un peu plus de 20 000 €. Ça fait partie des belles réussites et avec une somme de 100 € seulement, quelque part. Et pour compléter ce que vous dites, il y a, dans le même ordre d'idée, ça je pense que vous en avez entendu parler, il y a également l'entreprise La Redoute, dont je pense que vous connaissez tous La Redoute, qui fait partie encore cette année du baromètre, mais c'est la dernière année, ça vous en doutez, puisque l'entreprise a été cédée. Et donc là aussi, on était sur un schéma un peu comparable, avec une aide assez importante de l'entreprise sur des petits montants, une entreprise qui était en restructuration à l'époque, et puis qui a évidemment été vendue plus tard aux Galeries Lafayette à un prix assez important, donc avec des sommes aussi très intéressantes pour les salariés. Alors jusqu'ici, on a parlé de l'impact des aides sur le taux de souscription. Et maintenant, je voudrais qu'on parle de l'impact des aides sur les inégalités d'investissement. Comme vous le savez, tous les salariés n'investissent pas la même somme. Et en pratique, on a beaucoup de salariés qui investissent peu, quelques centaines, voire milliers d'euros. Et puis, peu de salariés qui investissent beaucoup, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et ce qu'on a regardé, c'est si les aides permettaient de réduire ces inégalités. Là aussi, sans surprise, la réponse est oui, à hauteur de 28%. Et sur ce graphique, vous avez ce qu'on appelle des courbes de Lorentz, c'est-à-dire vous avez la part de l'investissement réalisé par les salariés actionnaires ordonnée par ordre croissant d'investissement. Donc, autrement dit, en abscisse, vous avez le cumul du nombre de salariés actionnaires en pourcentage, et en ordonnée, le cumul du montant d'investissement. Et ensuite, vous avez trois courbes. La droite verte, qui est la droite d'égalité, qui est une situation fictive dans laquelle chaque salarié a investi exactement la même somme. Donc, on a une égalité de l'investissement. Et donc, plus vous êtes loin de cette droite, plus l'inégalité entre les salariés par rapport à leur investissement est fort. Et vous avez deux courbes, là, qui sont des situations réelles, réalisées sur, on l'a dit, plus de 84 000 porteurs de parts. La courbe orange, c'est la courbe de l'investissement sans aide. Donc là, c'est ce qu'ont mis les salariés de leur propre poche. Et la courbe bleue, c'est la même courbe, mais avec les aides. Et ce qu'on voit, la première chose frappante, c'est d'abord la forte inégalité d'investissement entre les salariés. La courbe orange, vous avez 70% des salariés les plus modestes qui investissent 20% du total. Donc inversement, vous avez 30% des salariés les plus riches qui ont investi 80% du total. Donc ce genre de distribution, dite de Pareto, de 80-20, 70-30, sont très communes dans ce genre de phénomène économique. Donc ce n'est pas une surprise, mais c'est la première fois, disons, qu'on peut le quantifier de manière aussi fine. Est-ce qu'on a une idée de la somme moyenne investie par les salariés? Alors vous l'avez dit, c'est variable en fonction après de son statut. Et sinon, à défaut de ce chiffre brut, du pourcentage de salaire qui est investi par les salariés. Alors on ne connaît pas le pourcentage de salaire parce qu'on n'a pas accès aux revenus des salariés. Donc ce graphique ne permet pas de dire que ça réduit les inégalités ou pas à un niveau plus large. Ça parle seulement de l'investissement des salariés. L'encours moyen, c'est 2 300 € sans aide. Mais on voit bien que parler d'encours moyen, finalement, ça masque cette courbe vertigineuse. Et on peut plutôt dire que les 1% des salariés actionnaires qui investissent le plus investissent autant que les 55% les plus modestes. C'est plutôt ce genre de ratio qu'il faut avoir en tête. Et ce qui est fondamental, c'est que avoir les aides, ça permet de réduire donc, en moyenne de 28% au total les inégalités entre salariés et investisseurs. Donc la courbe bleue se rapproche de la courbe verte. Et vous pouvez le voir par exemple ici, nos 70% des porteurs les plus modestes qui sont là, qui investissent donc 20% de l'investissement total, avec les aides passent à 40%. Donc ça double leur part. Et ce que l'on voit du coup ici, c'est aussi la dégressivité des aides. C'est-à-dire que ceux qui sont les plus aidés sont les porteurs de parts les plus modestes. En fait, la courbe bleue se décolle d'autant plus de la courbe orange qu'on est proche du coin en bas à gauche, qui sont les porteurs de parts les plus modestes. Donc c'est à la fois juste et en même temps logique, puisque c'est l'idée de l'aide. Voilà.
Et pour finir cette présentation, on a souhaité donc prendre un petit peu de hauteur pour vous présenter le marché de l'actionnariat salarié non coté. Marché donc, qui n'est pas en soi étudié, hein, mais donc, nous, on a souhaité donc, pousser l'analyse. Donc, vous avez aujourd'hui en France l'Association française de gestion, l'AFG, qui publie des chiffres chaque année. Il existe environ en France, à fin d'année 2022, environ 230, un peu plus de 230 FCPE d'actionnariat. Donc 230 sociétés non cotées qui ont proposé un schéma collectif d'association. Et nous avons ensuite essayé d'identifier ces 230 FCPE. On en a identifié environ 80%. Il nous reste un petit bout du chemin à faire, mais bon, 80%, ça reste significatif. Et nous avons ensuite classé ces différentes sociétés en fonction de leur catégorie. Donc les PME, d'un côté, donc on a regardé uniquement les PME de plus de 50 salariés, les ETI, et puis les grandes entreprises. Donc on a classé tous les FCPE identifiés dans cette catégorie, dans ces catégories pour se rendre compte finalement du taux de diffusion de l'actionnariat salarié en France. Alors d'une part, vous avez sur la gauche donc les PME. PME aujourd'hui, on a identifié 22 FCPE sur une population éligible d'un peu plus de 15 000. Donc vous voyez que c'est un chiffre qui est très faible par rapport à l'ensemble de la population. Donc relativement peu encore utilisé dans les PME, même si ce chiffre augmente d'année en année. Vous avez ensuite les ETI, qui est probablement le gros du marché, hein, et c'est là qu'on doit mettre tous nos efforts. Les ETI, nous avons identifié 150 ETI, un peu plus de 150 ETI à FCPE d'actionnariat salarié, sur un total alors, global d'environ 6 000, mais qu'on a voulu quand même retraiter, puisque vous avez à la fois des ETI qui sont à contrôle étranger ou des ETI qui sont cotés, qu'on a exclus. Donc 150 voilà, sur une population, on va dire, de plutôt environ 4 500 ETI éligibles, ce qui vous donne un taux de diffusion d'environ 3,7%. Donc 3,7% aujourd'hui environ des ETI ont un schéma collectif d'association des salariés. C'est un chiffre qui est en hausse par rapport à l'année passée. L'année passée, on était aux environs de 3,5, mais vous voyez que finalement, qu'il y a un potentiel qui est extrêmement fort, hein, dans ce type d'entreprise. Et puis enfin, on a regardé les grandes entreprises. Bon, là, je dirais que c'est peut-être moins le cœur de cible, mais pour autant, ce sont des très belles entreprises qui, pour la plupart, peuvent être cotées, où là, le taux de diffusion est assez important, hein, 35%. Donc un tiers de ces sociétés-là sont déjà couvertes par un dispositif. Donc il y a encore de la place pour développer ces schémas dans ces entreprises également. 3,7% des ETI, vous le dites, ça augmente légèrement comme ça chaque année. Est-ce qu'il y a un objectif raisonnable qu'on pourrait entre guillemets se fixer, même si ce n'est pas votre rôle à proprement parler? Est-ce que, vu comment ça se passe dans les autres pays, on peut se dire raisonnablement dans 3-5 ans où on en sera? Alors c'est une intuition, hein, mais ce chiffre il augmente d'année en année. Et il augmente parce qu'on finalement on parle beaucoup d'actionnariat salarié, de partage de valeur. On en parlera d'ailleurs cet après-midi lors de la table ronde. Donc c'est un chiffre qui augmente petit à petit. Donc on le voit bien, on est sollicité de manière extrêmement récurrente par des ETI. Donc on peut imaginer assez facilement qu'à horizon 5 ans on ait doublé ce chiffre-là. Je pense que c'est assez raisonnable. Mais vous voyez que le potentiel il est très fort. Il est d'autant plus fort qu'il y a énormément de transactions qui se passent sur les entreprises, notamment via des investisseurs financiers. Et c'est principalement à ce moment-là que vous pouvez mettre en place un schéma d'actionnariat, puisque vous avez de la liquidité sur un titre, vous avez une valorisation qui est faite, vous avez des actionnaires qui discutent sur l'évolution capitalistique. Voilà, donc il y a un vivier d'entreprises éligibles qui est extrêmement fort et qu'on pourrait assez facilement couvrir les prochaines années. On est dans une situation où les marchés, on l'a vu notamment sur votre précédent graphique, avec les valorisations des sociétés, notamment du CAC 40 ou MSCI, on voit que les indices sont plus bas, ça ralentit. Le CAC 40 aussi est en train, lui aussi, de baisser. On voit la performance boursière qui s'étiole, parfois de façon complètement décorrélée de la réalité de leur marché, par ailleurs. Est-ce que si les entreprises décidaient de se retirer de la cote, ce serait pour elles le bon moment de réfléchir à un schéma d'actionnariat salarié si elles ne l'ont pas déjà mis en place? Alors oui, bien sûr que c'est un bon moment quand on sort de la cote. En fait, le bon moment, il est surtout lorsqu'on s'interroge sur l'évolution du capital. Ça peut être une OPA, ça peut être un LBO qui est fait sur une entreprise, ça peut être une entreprise familiale qui a besoin de faire une liquidité. À partir du moment où des actions sont disponibles ou vont être disponibles, c'est le moment de s'interroger sur l'ouverture du capital, puisque des actions sont là. Et c'est bien la différence avec les sociétés cotées. En bourse, vous achetez des actions quand vous voulez. Du jour au lendemain, vous les achetez, vous les vendez, avec un prix qui vous est donné par le marché. Dans le côté, c'est évidemment pas ça. Donc il faut un élément un peu structurant au niveau de l'entreprise pour le faire. Alors ça peut se faire évidemment à d'autres moments, c'est possible, mais je dirais que c'est beaucoup plus simple de le faire à ces moments-là. Donc dès que ça touche au capital, dès qu'il y a une évolution sur le capital, il faut s'interroger sur le schéma et probablement le mettre en place, puisque comme on l'a démontré, c'est une bonne réponse.
Merci à tous les deux, on peut les applaudir. Non, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. On va quand même peut-être avoir des questions sur le baromètre qui peuvent vous être posées par le public qui s'est déplacé, nombreux. Oui, monsieur, on va vous passer un micro, hop, de l'autre côté. Puis, dans un souci de convivialité, je vous demanderai aussi de vous présenter, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Ladislas Mia de MBO. J'avais une question. Est-ce que vous voyez des freins particuliers ou au contraire des facteurs de déclenchement à la mise en place d'un FCPE dans toutes les structures? Bon, ce qui m'intéresse plus, c'est plutôt les PME et les ETI. Mais voilà. Vous avez de la place aussi au premier rang, monsieur, si vous le souhaitez. Alors des freins, bien sûr, il peut en avoir, mais je dirais que c'est plutôt des freins psychologiques. Et d'ailleurs, je pense que les dirigeants de cet après-midi répondront assez facilement à cette question, hein, puisque vous avez plusieurs dirigeants qui vont vous expliquer leur expérience sur l'actionnariat salarié. C'est plutôt des freins psychologiques, d'une part d'ouvrir son capital, ça peut faire un peu peur. On se dit, bah oui, on va faire rentrer les salariés. Donc, bon, mais c'est psychologique parce qu'ensuite on explique que finalement non, ça se passe bien avec une gouvernance qui est spécifique. Ça peut être aussi la transparence. On ouvre son capital, donc on doit parler de ces chiffres, on doit donner ces chiffres. Bah oui, un petit peu, ça c'est vrai. Pour autant, on n'est pas obligé de tout dire non plus. Hein. Un FCPE, on n'est pas non plus un comité de direction ou un comité exécutif. On fait partie bien sûr de l'Assemblée générale, mais avec un rôle d'actionnaire. Donc il faut évidemment être un peu ouvert sur quelques éléments clés, un peu de transparence. Mais globalement, il n'y a pas de frein technique. Hein, toutes les entreprises sont éligibles. Évidemment, c'est mieux quand l'entreprise se porte bien, et d'ailleurs l'indice le démontre. Mais pour autant, on a également eu des entreprises qui ont connu des soubresauts dans leur vie d'entreprise, comme toutes les entreprises en ont. Et on se rend compte que sur le long terme, c'est quelque chose de très positif et que les salariés adhèrent, même quand ça se passe un petit peu moins bien. Donc pas de frein particulier, au contraire, hein, je dirais que c'est plutôt une volonté du dirigeant de faire, hein, du dirigeant et de ses actionnaires, mais principalement du dirigeant, de pousser la logique. Et aujourd'hui, on est ravis que ce débat ait lieu. On en parle beaucoup aujourd'hui dans la presse et dans l'environnement économique. Et donc, ça va favoriser évidemment, la pédagogie auprès des dirigeants qui vont, je pense, le mettre en place de manière assez simple les prochaines années. Merci. Une autre question, monsieur? On va donner un micro, pareil, parce qu'au fond, ils ne vont pas vous en... Ah, il y a madame qui avait un micro, pardon. Juste à côté, j'ai le micro. J'ai deux questions. Allez-y, madame. Nelly Voyeux, Association internationale pour la participation financière et l'actionnariat salarié. Donc la première question, c'est est-ce que vous avez projeté vos analyses dans d'autres pays, monde ou Europe? Est-ce que vous allez le faire et qu'est-ce que ça peut donner? Et après, je poserai ma deuxième question. Merci pour cette question. Non, on n'a pas, en l'état, on n'a pas l'information, on n'a pas les données pour faire ce travail, mais on espère que ça peut donner des idées à d'autres et on est ouvert, bien sûr, à ce genre d'analyse. Merci, bienvenue à bord. Ma deuxième question, c'est, j'ai compris que l'indice IAS n'était pas complètement à jour, mais il me semble qu'il serait intéressant de faire une comparaison ou de projeter aussi l'indice IAS qui est un petit peu antérieur et qui à l'époque donnait de très bons résultats, surperformés, sachant que s'il y a moindre performance, on peut regarder un petit peu la sectorialisation qui est peut-être différente. Enfin bref, on peut toujours analyser. Mais il me semble que une comparaison avec l'indice IAS serait pertinente. Alors désolé, je suis la seule personne ici à ne pas savoir ce que c'est l'indice IAS. Mais alors c'est l'indice de l'actionnariat salarié. Très bien, merci. Qui a été mis au point et contractualisé par la FAS avec Euronext, donc qui le calculait en continu et qui le calcule toujours en continu. Et il était basé à l'époque où je m'en occupais sur le SBF 250. Merci pour cette précision. C'est noté, on l'intégrera dans le baromètre de l'année prochaine. Merci. Peut-être dire un mot sur l'indice IAS et reconnaître que l'idée de la création de l'indice Equalis nous est venue de
l'indice IAS, et donc je me tourne vers les représentants de la FAS pour les remercier. Je ne pense pas qu'on ait plagié leur travail, on s'en est un petit peu effectivement inspiré, et donc on rend à César ce qui est à César. Alors effectivement, l'IAS, c'est pourquoi on ne le fait pas ou on ne l'a pas fait. Je ne suis pas opposé à ce qu'on le refasse. C'est que nous, Equalis Capital, nous sommes des spécialistes du non-coté. Si demain, on présente le coté et le non-coté et on conclut vraisemblablement que le coté rapporte plus que le non-coté, on ne voudrait pas être désagréable avec tous ceux qui font de l'actionnariat salarié coté. Voilà la raison. Non. Nous sommes des gens encore que ça dépende de la période, parce que, encore une fois, si on prend aujourd'hui, on a quand même des cours d'action qui sont parfois complètement décorrélés de la valeur effectivement créée par les sociétés. Et comme je le disais, on peut avoir des explications sectorielles aussi, bien sûr. Confère le marché des maisons de retraite aujourd'hui. Oui, on avait une question, monsieur, ici au deuxième rang. Merci. Oui, bonjour, Jacques Schramm, A2 Consulting. J'ai 2 questions de compréhension. La première, c'est tout simplement la définition de l'actionnariat salarié. Est-ce que vous parliez à un moment de schéma collectif associant, si je comprends, l'ensemble des salariés ou pas, je ne sais pas. En tout cas, ma question, c'est qu'est-ce que l'actionnariat salarié et qu'est-ce qu'il n'est pas? Nous, en l'occurrence, on ouvre l'accès des salariés dans notre société, l'accès du capital aux salariés, mais c'est pour 15% des salariés. C'est des salariés choisis. Donc cette ouverture partielle, est-ce qu'elle fait partie de votre définition, de vos analyses ou pas? Alors, je suis ravi que vous posiez la question parce qu'on a souvent parlé en interne de ce terme actionnariat salarié qui, on pense, est relativement mal utilisé. Nous, la façon dont on entend actionnariat salarié, c'est collectif. On le propose à tout le monde. Et les entreprises du baromètre, c'est du collectif. Tous les salariés ont la possibilité d'investir. Pour autant, vous avez raison, beaucoup d'entreprises ciblent des schémas qu'on appelle des schémas discrétionnaires, où elles vont cibler une population définie, des managers en général, quelques managers, une centaine de managers. Ces analyses-là, on ne les fait pas. Nous, ce n'est que les entreprises à actionnariat collectif. Pour autant, toutes les entreprises à actionnariat collectif que vous avez à l'écran ont un actionnariat discrétionnaire, quasiment toutes. Donc souvent, l'un va avec l'autre. Ce qu'on appelle le management package, c'est ça? Exactement. Oui. Merci. Deuxième question. Deuxième question, c'est sur la décote. Déjà, il y a deux graphiques qui se suivaient mais que je n'ai pas compris. Il y en a un qui indiquait dans l'axe des abscisses un maximum à 80% dans la décote. Exact. Et après, vous disiez que dans la pratique, c'était 30% le maximum, voire 40%, mais 40% est difficile à appliquer. Donc, si vous pouviez clarifier un petit peu ce qu'étaient ces deux chiffres. Et la deuxième point que vous avez évoqué, vous avez parlé d'un maximum légal à 40%. Et là, je n'ai pas compris non plus ce que c'est, ce maximum légal. Alors, la décote, en effet, vous avez 2 types de décote. Une première décote qui légalement est maximum 30% pour un blocage de 5 ans des sommes. Vous investissez, pendant 5 ans, votre argent est bloqué dans un plan d'épargne. Et au bout de 5 ans, vous pouvez récupérer librement. Ça, c'est 30% de décote. Vous pouvez aller jusqu'à 40% de décote pour un blocage de 10 ans. Pour autant, c'est quelque chose qu'on n'a jamais observé. Peut-être certains d'entre vous l'ont observé, mais nous jamais. Le blocage de 10 ans, on pense que c'est quand même assez long pour les salariés. Donc voilà, la petite différence en effet sur la notion de décote. Sur les incitations et le fameux axe des abscisses, cet axe cumule l'abondement et la décote. Donc l'abondement maximum, c'est 300%. La décote maximale, dans l'exemple, c'était 30%. Et donc on a regardé la valeur globale des aides qu'on a divisée sur la valeur totale investie. Donc évidemment, ça ne peut pas dépasser 100%. Et donc au maximum, je crois de tête que c'est 82,5%. Donc vous pouvez aider jusqu'à 82,5% le salarié. Et voilà. Et donc c'est pour ça que vous avez en effet ce chiffre qui n'est pas comparable du coup à la seule décote, puisque vous avez l'effet de l'abondement en plus. Et on distribue des aspirines, sinon. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des décotes discrétionnaires? Est-ce que ça n'existe pas si on ne les associe pas à des véhicules particuliers comme les FCPE? Nous, on a une décote de 95%. Donc, je cherche là encore à comprendre. Mais est-ce que ce n'est pas une décote plutôt sur le prix ou la valeur de l'entreprise? C'est ça, oui. C'est ça aussi la spécificité du non-coté, c'est que vous devez définir un prix. Donc, soit vous avez un prix de marché puisque l'entreprise a fait l'objet d'une transaction, donc vous avez un prix de référence, soit vous n'en avez pas,
Et donc, il faut définir, notamment dans les entreprises familiales, on n'a pas forcément de prix de marché. Et donc là, il faut définir un prix. D'où le travail dans tous les FCPE qui sont ici, hein, d'un expert indépendant. Et je remercie d'ailleurs les experts qui sont parmi nous aujourd'hui. L'expert doit évaluer l'entreprise, mais ce n'est pas un prix de marché. Hein, c'est un prix qui doit être cohérent avec le marché à un moment donné. Et cet expert établit ensuite une méthode de valorisation pour les années d'après. Méthode qu'on veut homogène par rapport au prix d'entrée, mais qui, encore une fois, peut être décorrélée du marché. Donc d'où des décodes, je dirais, de valeur. Par exemple, la valorisation, vous prenez, on sait que dans ce secteur d'activité, on rachète la société 7 fois, 3 fois l'EBITDA. C'est ce genre d'éléments que vous prenez en compte parmi d'autres. Donc. Exactement. Ça, c'est le travail spécifique de l'expert, mais oui, tout à fait. Tout à fait. Merci. Monsieur. Frédéric Wigner, Pemex. Une question sur votre dernière slide, là, sur les statistiques très intéressantes par segment de marché, PME, ETI, etc. Vous identifiez les sociétés qui ont mis en place un FCPE et celles qui ne l'ont pas fait, mais quid des sociétés qui ont de l'actionnariat salarié hors FCPE, puisque on sait qu'elles sont quand même un certain nombre. Sortent-elles de leur scope ou est-ce volontaire ou non? Alors en effet, c'est un bon point. Et d'ailleurs, alors pas cette année, mais dans les éditions précédentes du baromètre, nous avions des entreprises sans FCPE, mais toujours à actionnariat collectif. Donc c'est bien sûr possible d'associer les salariés de manière collective sans FCPE. Pour autant, nous, on n'a pas l'information. L'AFG n'a pas non plus l'information. Donc là, pour le coup, c'est plutôt avec notre expérience ou notre réseau d'être au courant qu'une entreprise... Et à ce moment-là, oui, on peut l'intégrer. On peut l'intégrer dans l'indice, on peut l'intégrer dans les statistiques. Donc on est ravis. Et si vous en faites partie, n'hésitez pas à nous le dire ensuite. Hein. On pourra tout à fait vous intégrer dans le baromètre. Mais pour le coup, ce n'est pas une information qui est disponible facilement. Et c'est vrai qu'en général, quand on associe les salariés en direct, alors ça peut concerner des petites sociétés de moins de 50 salariés, je dirais, qui sortent un peu du scope quand même des schémas FCPE. Ou sinon, en effet, c'est de l'actionnariat qui n'est pas forcément collectif. Ça peut être lié notamment à des notions d'ancienneté. Par exemple, ce sont les salariés de plus de 3 ans d'ancienneté qui ont le droit d'investir. Ça, ce n'est pas possible dans un FCPE, donc naturellement, on les exclut. Merci. Une autre question? Monsieur, deuxième rang. Bonjour, j'ai Jean-François Couec, Cardam, je suis dirigeant de Cardam. J'ai 2 questions. Est-ce que vous pouvez venir sur la slide où vous comparez la performance des entreprises non cotées? Une question de compréhension et puis une question d'approfondissement. Alors la première sur cette slide, lorsqu'on parle de performance, c'est performance de valeur d'entreprise, n'est-ce pas? Or, une entreprise non cotée se valorise tous les 3 ans, 4 ans, 5 ans, en fonction des rythmes de liquidité, à moins que dans le cadre du FCPE, elle ait une obligation de se valoriser. J'ai la réponse à ma question, excusez-moi. D'accord. Ok, ça y est, j'ai compris. Venez, en fait. Hein, si vous Alors, pour un FCPE, en effet, vous devez chaque année donner une valeur de l'entreprise à tous vos salariés. Hein, c'est obligatoire. Vous ne parlez que de FCPE, je suis là pour apprendre aujourd'hui. Donc, voilà. Et vous ne parlez que de FCPE, il n'y a pas d'autres instruments utiles, mobilisables pour l'actionnariat salarié. Et enfin, quand on a des salariés étrangers, comment on fait? Alors, oui, il existe d'autres véhicules d'investissement. On parle beaucoup de FCPE parce que c'est le meilleur véhicule qui soit. Il n'y a pas mieux que le FCPE, donc c'est pour ça qu'on utilise beaucoup ce terme et qu'on l'utilise de manière concrète. Mais vous pouvez créer une société, je dirais une SAS classique, pour associer vos salariés. Mais vous sortez complètement du cadre de l'épargne salariale. Hein, et c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais pourquoi un FCPE? C'est qu'il est relié à un schéma de plan d'épargne. Le plan d'épargne, ce sont notamment les flux d'épargne salariale qui vont être versés par l'entreprise, l'intéressement, la participation, et ça on en parle beaucoup dans la presse en ce moment. Et donc ça permet de relier les flux d'épargne salariale à l'investissement dans l'entreprise. Vous versez 1 000 € d'intéressement, le salarié peut décider de le toucher sur son compte ou de l'investir dans différents supports, dont le support entreprise. Les autres véhicules qui existent, vous allez vous couper de l'épargne salariale. Donc pourquoi pas, mais ça nécessite un versement, je dirais, cash du salarié. Donc probablement, vous allez réduire la population éligible. D'un point de vue organisationnel, est-ce que ça change aussi quelque chose? Parce que je me pose la question, je me dis, au travers d'un FCPE, on n'est pas forcément obligé d'associer ses salariés à la gouvernance, alors que peut-être que dans un autre schéma, ça nous obligerait à le faire, non? Pas spécialement, parce qu'il y a souvent des sociétés qui sont interposées. Donc à partir du moment où il y a une société interposée, la gouvernance est décalée d'un cran.
Donc non, je dirais que ça n'ajoute pas d'avantage particulier d'utiliser un schéma différent. Et monsieur posait la question des salariés à l'étranger. Oui, alors ça c'est une très bonne question, salariés étrangers. Alors le FCPE tel qu'on l'évoque est un schéma qui est tout à fait exportable dans les différents pays du monde. Dans la plupart des pays, pas tous, mais la plupart des pays du monde autorisent le FCPE. Et donc on a accompagné beaucoup de clients où on a pu associer différents pays, différents salariés étrangers. On va dire que globalement les pays européens, ça fonctionne bien. Les États-Unis, on oublie, ça ne fonctionne pas, malheureusement. Le Canada, par exemple, ça marche aussi. Donc là, il faut faire une analyse pays par pays. On va regarder d'abord vos plus grandes implantations, là où vous avez le plus de salariés, et en fonction d'une analyse opportunité et coût, parce qu'évidemment ça coûte un peu plus cher de le faire à l'international, on va pouvoir le faire de manière assez simple. La vraie différence pour le salarié étranger, c'est qu'il devra faire un chèque de sa poche, il n'a pas le choix, là où le salarié français pourra utiliser son intéressement ou sa participation. Et par exemple, concernant les États-Unis, est-ce que si j'ai un salarié expatrié, là en revanche, il peut souscrire malgré tout au FCPE? Écoutez, ça c'est une question un peu... J'ai pas forcément la réponse, il faudrait poser ça aux spécialistes en droit social que vous avez dans la salle. Mais il y a plein de subtilités en effet. Je voulais pas vous piéger, j'essayais d'aller au plus loin. Allez-y Jean-Philippe. Sur les États-Unis, le FCPE, c'est pas qu'il est interdit, hein. C'est que si on voulait le distribuer, il faudrait obtenir l'autorisation de la SEC. Donc ce serait un petit peu lourd. Mais aux États-Unis, il existe quelque chose qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au FCPE, qu'on a fait pour un client Alves, par exemple. On avait eu un grand prix de la FAS il y a quelques années. Donc ça s'appelle un ISOP, Employee Stock Ownership Plan. Et ce que est le FCPE en France, en Europe, au Canada, vous avez l'ISOP qui fait la même chose aux États-Unis. Bon, on double les coûts, puisqu'il y a 2 Equalis, et voilà. Mais ça se fait. Merci. On a le temps pour une dernière question, si vous le souhaitez. Monsieur. Bonjour, Olivier Calbert, société Axence. Nous lançons notre première opération dans 2 mois. J'aurais voulu avoir votre retour sur les stratégies d'abondement qui sont utilisées par les entreprises. Je comprends que votre graphique qui amène à une aide de 82% focalise sur la première tranche. Okay. Mais comment les entreprises globalement distribuent de l'abondement ? Écoutez, donc c'est une bonne question. D'ailleurs, vous avez une analyse un peu plus précise dans le baromètre papier. Hein. On ne vous a pas présenté ces graphiques, mais dans le baromètre papier, vous trouverez des éléments de réponse. Donc en effet, les entreprises peuvent jouer sur plusieurs éléments, le pourcentage d'aide, le montant et les tranches. Et là, je dirais c'est assez variable. On voit de tout. Et je dirais, tout dépend finalement quel est votre objectif. Est-ce que votre objectif, c'est de favoriser les montants les plus faibles? À ce moment-là, il vaut mieux en effet mettre le paquet sur des petits montants, 300% par exemple sur les 100 premiers euros ou les 200 premiers euros. Ça va vraiment parler, je dirais, aux salariés les plus modestes. Et à contrario, vous avez des entreprises qui souhaitent plutôt privilégier, certes de manière collective, mais plutôt des managers clés pour les fidéliser sur le long terme. Et donc là, ils vont peut-être plutôt cibler la décote, par exemple, qui est assez puissante puisqu'elle n'a pas de limite en euros, ou des abondements sans limite de montant. Voilà, donc là, vraiment, le benchmark il est assez large. Et vous avez vraiment de tout, et tout dépend encore une fois de vos objectifs. Merci. Bien, merci à tous les deux. Merci Thibaut Mirabel. Merci Mathieu Courbon.